Bonjour à tous, Nicolas, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la finance européenne et le cadre politique et réglementaire, en particulier leur impact sur l'innovation et les startups. On est ravis aujourd'hui donc d'avoir deux intervenants experts sur le sujet qui vont pouvoir nous partager leur expertise sur cette question. Louis-Marie Durand, qui est directeur du cabinet Euralia, qui est donc un spécialiste du lobbying et qui va pouvoir du coup nous donner ses points de vue, ainsi que Patrick Laurence Frings, qui travaille dans le projet Gaia X et donc qui est en contact très direct avec tous les sujets de réglementation, qui va pouvoir partager avec nous également son expérience. Avant de commencer, un mot rapide sur Finance Innovation. Donc, Finance Innovation est un pôle de compétitivité qui a été créé en 2007 avec l'objectif de rassembler l'ensemble de l'écosystème financier autour des questions d'innovation et de compétitivité grâce à l'innovation. Notre objectif principal est de permettre justement aux grands acteurs du secteur financier d'opérer leur transformation numérique, d'être toujours à la pointe de l'innovation, et ce grâce au partenariat avec tous les acteurs de l'écosystème. Évidemment, les fintech, regtech, insurtech sont celles auxquelles on pense en premier. Mais l'écosystème est très très vaste et donc il y a aussi évidemment les ESN, les cabinets de conseil, les académiques. Il y a un très très grand nombre d'acteurs et c'est ces acteurs-là que on fédère chez Finance Innovation. On a 550 membres aujourd'hui qui sont des TPE, PME, mais aussi également des grands groupes, des institutions, des fédérations professionnelles, etc. C'est très très diversifié. Un des piliers et un des points d'évolution récents qu'on a connus donc depuis 2020 chez Finance Innovation, c'est la construction de projets européens. Et donc c'est un point qui devient de plus en plus stratégique chez Finance Innovation. Et le fait de faire des événements comme ça permet de faire connaître ces actions. Donc si vous, vous êtes intéressé par ces questions, vous êtes porteur de projet ou vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier en fait de subventions et de consortiums européens, n'hésitez pas à nous solliciter. À commencer évidemment par Georgia qui va faire l'animation de cet événement juste après et qui pilote avec notre équipe européenne tous ces projets et qui est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps parce on a un programme chargé. Je remercie encore Louis-Marie et Patrick pour leur expertise et leur participation à cet événement. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat parce que ça permet évidemment de faire en sorte que ça soit plus interactif et plus vivant. Et je passe la parole à Georgia du coup. Merci Nicolas, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la finance européenne, donc un cadre politique et réglementaire réinventé pour les nouveaux acteurs du numérique. Je laisse la parole tout de suite à Louis-Marie d'Euralia qui va un peu rentrer dans le vif de ce sujet. Merci beaucoup Georgia, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je suis vraiment très heureux d'intervenir à ce workshop organisé ce matin avec Finance Innovation. J'aurais évidemment préféré que l'échange ne soit pas par écran interposé, mais je vais essayer de rendre l'exercice le plus vivant possible. Vous pourrez évidemment me poser des questions et m'interpeller à la fin de la présentation. Et puis si vous avez des questions vraiment techniques, surtout n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées et j'essaierai de vous répondre par mail le plus rapidement possible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Euralia, Euralia est un cabinet de conseil en affaires publiques européennes et françaises. Donc nous avons des bureaux à la fois à Paris et Bruxelles. Et en fait, nous accompagnons de nombreuses organisations dans la construction de leurs relations avec les pouvoirs publics. Alors, nos missions concernent le suivi, l'analyse et la prospective politique et réglementaire. Mais nous avons également, comme le disait Nicolas tout à l'heure, des activités d'influence
et de lobbying. Alors, sur la slide suivante, donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment tout d'abord d'essayer de prendre du recul derrière toutes les initiatives lancées ces dernières années au niveau européen. L'idée étant de mieux comprendre les grands enjeux politiques qui animent les autorités européennes, et notamment donc, en matière de finances numériques. Et dans un second temps, je vous parlerai d'une initiative récente qui est engagée l'année dernière et qui pose en fait la question de la pertinence du cadre réglementaire de supervision européen en matière de services financiers et en particulier avec l'arrivée de nouveaux acteurs venant du numérique. Alors, sur la slide suivante, merci beaucoup Clément. Donc là, en fait, historiquement, la Commission européenne et les institutions européennes ont déjà pris en fait un certain nombre de mesures qui ont marqué l'écosystème numérique et financier européen. Je pense bien évidemment à la révision de la directive sur les services de paiement, la fameuse DSP2, et je suis à peu près sûr qu'un certain nombre des membres de Finance Innovation ont bâti une part de leur business model sur les opportunités que cette directive leur donne. Et je pense aussi au règlement iconique sur la protection des données, donc le RGPD pour les intimes, qui, pour le coup, nous concerne un peu tous. Alors aujourd'hui, en fait, la grande différence par rapport à ce qu'on a vu par le passé, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'avoir une approche holistique, une approche d'ensemble sur le sujet. Réussir la transition numérique, et donc vraiment dans toutes ses composantes, est une priorité affichée depuis le début de la mandature de l'actuelle Commission européenne. L'actuelle Commission européenne, en fait, qui a commencé son mandat en fin d'année 2019. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau européen, c'est que donc, la première année ou les premiers mois de mandat de la Commission européenne, ce sont toujours des mois ou des années de présentation de grands paquets, de grands plans d'action, de stratégies. Et donc en 2020, nous avons été particulièrement comblés, puisque tout d'abord un premier paquet numérique a été présenté donc en début d'année 2020 par le commissaire Thierry Breton, qui est en charge du marché intérieur. Et ce premier grand paquet comprenait en particulier donc, une stratégie européenne pour les données, avec la volonté de créer un véritable espace européen des données. Parallèlement, un livre blanc sur l'intelligence artificielle avait également été publié à cette occasion. Livre blanc qui a ensuite abouti en fait à une initiative législative de la Commission européenne, initiative aujourd'hui donc négociée à la fois par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Un peu plus tard dans l'année, donc en septembre 2020, un second grand paquet consacré cette fois-ci à la finance numérique avait été présenté par le commissaire en charge des services financiers, donc à l'époque, M. Valdis Dombrovskis. Et à cette occasion, un certain nombre de textes avaient été mis sur la table, en particulier des textes dédiés aux cryptoactifs, des textes également qui concernaient donc, les technologies fondées sur les registres distribués, les DLT, et également un texte sur la résilience numérique des entités financières, donc le fameux DORA. Voilà. Le troisième grand paquet publié à cette occasion, cette année-là, avait été lui présenté par la commissaire en charge de la concurrence, Mme Vestager. Donc il y avait deux grands textes qui ont été présentés à cette occasion-là, donc le Digital Services et le Digital Markets Act. Et donc ces deux textes sont en discussion auprès des collégiateurs en ce moment. Et les enjeux sont très nombreux puisqu'il s'agit, donc, en ce qui concerne le DMA, de proposer des solutions pour faire face aux pratiques anticoncurrentielles de certaines plateformes et pour le DSA, de donner aux plateformes une plus grande responsabilité quant au contenu qu'elles hébergent. Alors, comme vous pouvez le constater, le champ d'action des institutions européennes est extrêmement vaste en matière de numérique. Et elle associe en fait de très nombreuses directions générales de la Commission européenne et concerne en fait l'ensemble de l'écosystème qui nous intéresse. Alors quels sont finalement les objectifs de fond de ces initiatives? Comment décrypter les enjeux sous-jacents? Alors sur la slide suivante, vous allez voir donc les 7 grands objectifs pour notre grille d'analyse. Donc le
Le premier objectif, en fait, c'est un aspect qui est souvent sous-estimé, car c'est une question qui a généralement plutôt à voir avec de la géopolitique. Mais mettre en place en fait des normes européennes qui deviendront des standards ou des normes internationales, c'est aussi une question de soft power ou d'influence douce européenne. Par exemple, l'Union européenne espère que sa vision de l'intelligence artificielle deviendra une norme mondiale, tout comme il est devenu en fait le RGPD, son régime de protection des données. En fait, établir des normes peut sembler très technique, mais les conséquences sont politiques. Et on le voit aussi, là je ouvrir une parenthèse, mais en matière de transition verte, on le voit ici avec la tentative de classer les activités, les actifs verts ou pas. On le voit, si vous classez telle ou telle activité, ça a des conséquences qui peuvent être très politiques. Et on le voit avec l'inclusion ou pas du gaz et du nucléaire. Dans le terme, l'exemple intéressant. Et donc, établir des normes peut sembler technique, mais ça a des conséquences très politiques. Et l'idée, c'est aussi donc d'établir des standards qui reflètent les réalités économiques, politiques et sociales de l'Union européenne. Et c'est l'un des enjeux, et aussi de s'appuyer sur l'expertise intra-européenne pour s'assurer que le cadre est bien adapté aux intérêts de l'Union européenne. Alors, le deuxième grand objectif, donc assurer la souveraineté technologique européenne. À l'origine, c'est plutôt, on va dire, une obsession française, mais c'est devenu vraiment un sujet européen ces dernières années. Et l'un des aspects qui est assez intéressant de soulever ici, c'est de permettre au marché européen de se financer de façon autonome et d'avoir des infrastructures financières qui soient robustes, qui soient aussi localisées en Europe, et d'avoir des acteurs qui comptent sur la scène internationale. Il y a d'autres initiatives qui sont un peu plus, on va dire, sur la défensive, mais ces grands objectifs, enfin, ce grand objectif d'assurer une souveraineté sur le plan technologique et sur le plan aussi de l'accès au financement est vraiment un gros enjeu au niveau européen. Troisième objectif d'ensemble, investir et mettre en œuvre en fait des dispositions qui sont conformes aux valeurs européennes, notamment en matière de protection des données et d'utilisation de l'intelligence artificielle, sont vraiment aussi sous-jacents en fait à de nombreuses initiatives. Quatrième grand objectif, un peu plus classique cette fois-ci. S'il te plaît, Clément, si tu peux passer. Merci beaucoup. Développer en fait le marché unique européen, donc le EU Single Market. C'est aussi donc une priorité européenne. Donc l'union bancaire, l'union des marchés des capitaux sont un peu les initiatives d'ensemble les plus marquantes pour les services financiers. Mais vous avez d'autres initiatives aussi intéressantes qui visent à renforcer en particulier le passporting entre les pays et également renforcer la distribution de produits et de services d'un État membre à l'autre. Cinquième grand objectif, là aussi assez classique au niveau européen, donc assurer une concurrence non faussée et donc un gros enjeu européen. Voilà, j'ai mis le Brexit puisque je trouve que c'est une bonne illustration de cette volonté de level playing field. Dès que le vote a eu lieu et qu'il était acté que le Royaume-Uni partirait de l'Union européenne, l'une des grandes priorités des institutions était de s'assurer que si des acteurs localisés donc au Royaume-Uni distribuaient des produits et des services sur le marché européen, eh bien, ces acteurs, la priorité, c'était que ces acteurs puissent être régulés et supervisés selon les textes européens. Finalement, ça n'a pas eu lieu, mais c'était vraiment l'un des points durs des négociations européennes. Les enjeux aussi, c'est que les acteurs au sein de ce grand marché européen n'adoptent pas de comportement anticoncurrentiel. Et un aspect important pour les initiatives qui nous intéressent, c'est que l'approche réglementaire doit être neutre en matière de technologie. La technologie ne doit pas, sur le plan réglementaire, avantager ou désavantager les acteurs qui les utilisent. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Sixième grand objectif,
protéger les consommateurs et les investisseurs, et en particulier donc, les plus vulnérables, et de permettre aux citoyens de contrôler l'utilisation et la disponibilité de leurs données, est vraiment un grand objectif, un grand axe de travail de la Commission que l'on retrouve en fait dans beaucoup d'initiatives très différentes. Et enfin, donc, septième objectif, et là c'est un grand défi, trouver toujours le meilleur équilibre entre favoriser l'innovation et encadrer le risque. Et parfois, vous pourrez constater que la voie est assez étroite. Donc vous verrez donc, en même temps la volonté des institutions européennes de développer l'open data, par exemple, c'est-à-dire la possibilité pour les parties tierces d'accéder aux données clients des institutions financières, un peu sur le modèle de ce qui a été fait avec la DSP2. Et en même temps, vous aurez donc des textes ayant trait à la cybersécurité et visant à améliorer la résilience opérationnelle des acteurs financiers par rapport notamment aux acteurs de la tech et du numérique. Voilà. Pour cette vue d'ensemble, je pense que voilà, c'était important de revenir sur ces grands axes. Maintenant, je vais revenir sur un sujet très concret que j'ai abordé donc, au début de mon intervention. Donc, la Commission européenne a demandé en début d'année dernière aux autorités de supervision européennes de travailler en fait sur la finance numérique, mais vraiment dans une logique prospective. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet, il faut savoir que suite à la crise financière de 2008, l'Union européenne a lancé en fait, une quarantaine d'initiatives législatives dans le domaine des services financiers. Alors, c'était soit des révisions, soit des nouveaux textes. Mais l'enjeu ici, c'était vraiment d'encadrer de façon la plus totale, l'ensemble presque, l'ensemble des services financiers, et en particulier les services bancaires. Et le résultat hein, de tous ces textes est une fierté en fait pour les institutions européennes. Elles considèrent en particulier que toutes ces dispositions ont permis de renforcer le secteur bancaire européen et de le rendre plus résilient. Alors aujourd'hui, la Commission constate donc que la numérisation de l'économie de la finance bouleverse le secteur et surtout que cette numérisation a le potentiel de bouleverser en bien plus encore. Donc elle se demande en particulier si le cadre de réglementaire et de supervision qu'elle a patiemment construit est toujours adapté avec l'arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux services. Et là aussi, il y a un aspect important à avoir en tête, c'est qu'en matière financière, le motto des institutions, c'est vraiment les mêmes activités, les mêmes risques, les mêmes règles. Et ça, c'est vraiment ce qui aussi amène les autorités européennes à s'intéresser donc à trois types d'acteurs que vous pouvez voir ici. Donc les plateformes, les définitions sont les définitions qui sont données par les autorités européennes de supervision. Donc je les ai mises je les ai écrites telles quelles. Donc vous avez donc trois grands types d'acteurs, donc les plateformes, les groupes d'activités mixtes et les big tech. Donc les plateformes, donc toute infrastructure technologique qui permet aux entreprises financières, directement ou indirectement, de commercialiser auprès des investisseurs des contrats pour des produits et des services financiers. Les groupes d'activités mixtes, donc les MAGs, les Mixed Activity Groups en anglais. Donc ce sont des groupes d'entreprises, une entreprise mère et ses filiales, qui fournissent à la fois des services financiers et des services non financiers. Et enfin, les big tech, donc qui sont les grandes entreprises technologiques avec de vastes réseaux de clients. Et donc il y a le Financial Stability Board a précisé en fait les activités qui étaient concernées. Et donc ça concerne donc les médias sociaux, la recherche sur Internet, les logiciels, la vente en détail en ligne et les télécommunications. Et donc les big tech sont un type de MAG. Alors pourquoi ces acteurs sont dans le viseur? En fait, pour les autorités européennes, ce sont vraiment eux qui peuvent transformer de façon systémique les structures des services financiers. En fait, pour avoir eu un certain nombre d'échanges ces dernières années avec les superviseurs et les régulateurs, il n'y a pas tellement d'inquiétude par rapport aux fintech. Je vais caricaturer, hein, mais voilà, sur le plan, on va dire, en matière de supervision et de réglementation, les fintech ont les idées, mais pas d'argent, ni le réseau, ni les données. Les acteurs qui sont installés ont de l'argent, du réseau, des données, mais parfois peuvent manquer de capacité d'innovation ou
capacité de réinvention, en tout cas de leur business model. En revanche, les big tech et les plateformes ont de très grandes capacités d'innovation et souvent plus d'argent, plus de réseaux et plus de données que les établissements installés. Et donc, elles ont une force de frappe extrêmement puissante. Donc, sur la prochaine slide, vous pouvez voir sur donc les premières pré-observations qui ont été faites par les autorités européennes de supervision. La première, c'est que la différence en fait, entre le secteur financier et non financier s'estompe. Vous avez en fait une complexité, une fragmentation croissante des chaînes de valeur dans les services financiers, et avec parfois en fait une grande partie de la valeur ajoutée du service financier qui est dépendant de prestations qui sont non financières. On peut penser au cloud, au logiciel, et également à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, vous avez le développement de nouveaux modèles commerciaux qui sont centrés sur les données et qui sont interconnectés avec les réseaux sociaux. Vous avez également une très forte interaction entre les acteurs installés et les nouveaux entrants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, mais Apple et Goldman Sachs en fait collaborent ensemble et proposent en fait ensemble une nouvelle carte de crédit. Ça, c'est vraiment le type de coopération que l'on voit se multiplier. Par ailleurs, donc on a l'arrivée de nouveaux acteurs qui viennent du numérique et qui peuvent proposer donc des prêts, de l'assurance, de la gestion d'actifs, des services de paiement. Et en fait, certaines entreprises deviennent ainsi des marketplaces qui permettent d'accéder à la fois aux services financiers et à des services qui sont non financiers. Alors, sur la slide suivante, quelles opportunités sont offertes par ces nouveaux services et acteurs? La première, c'est que ce qu'on constate, ce que les autorités européennes constatent, c'est un élargissement de la gamme de produits et de services disponibles pour une base de consommateurs plus large. En fait, les plateformes digitales deviennent autant de nouveaux canaux de distribution. Et donc, ce qui permet ainsi de renforcer l'inclusion financière. Le regroupement donc, de différents produits et services avec les one-stop shops peuvent être aussi très appréciés par les consommateurs. Il y a également une dimension transfrontalière accrue avec ces nouveaux acteurs, une efficacité et une flexibilité renforcée de la chaîne de valeur. Et enfin, les autorités européennes considèrent que ces acteurs sont également des accélérateurs d'innovation qui permettent de renforcer la concurrence. Et en fait, dans un monde économique idéal, ce renforcement de la concurrence devrait permettre donc de proposer de meilleurs produits financiers à moindre coût. Alors, voilà, pour les autorités européennes, donc les MAGs qui proposent à la fois des services financiers et des services non financiers peuvent se développer de façon très rapide grâce à leur base de consommateurs déjà importante, et donc elles pourraient radicalement transformer les structures de marché. Alors, dans la slide suivante, quel risque nécessaire? Donc, les quelques risques là, évoqués sur la slide. Donc, la première, et ça découle un petit peu de ce que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure sur les opportunités. Tout d'abord, on assiste à une dépendance accrue des acteurs installés vis-à-vis des fournisseurs tiers. Et c'est de là découle la proposition sur la résilience opérationnelle des acteurs des services financiers actuellement en discussion. Les enjeux également de protection des consommateurs, de protection des données, la question du surendettement également et l'accès à la bonne information sont aussi des vrais sujets pour les autorités européennes. Il y a également l'enjeu des règles du jeu qui doivent être équitables et qui doivent être et donc cette équité doit être assurée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Digital Market Act, le DMA, dont je vous parlais tout à l'heure, doit répondre en fait à une partie des enjeux liés à cette nouvelle concurrence, puisque la plupart des big tech qui font des services financiers devraient rentrer en fait dans le champ d'application de cette directive. Mais il y a également d'autres risques, et notamment prudentiels, qui ne sont pas traités par le DMA. Par ailleurs, avec ces nouveaux acteurs et ces nouveaux services apparaissent donc de nouvelles formes de risques
qui sont opérationnels, qui sont de résilience, et également en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Voilà, et le dernier point que vous voyez ici, et en fait c'est vraiment une grande inquiétude au niveau européen et qui pousse la Commission à saisir le sujet. En fait, la fragmentation des chaînes de valeur peut faire évoluer les risques ou le déplacer dans des structures et des services qui sont en fait en dehors du cadre réglementaire actuel. Et donc sur la slide suivante, vous pouvez voir en fait deux situations. Donc tout d'abord, je l'évoquais tout à l'heure, l'interconnexion entre acteurs purement régulés et les autres, ce qui expose en fait les acteurs qui sont régulés à ceux qui ne le sont pas, et ce qui pose aussi la question de la supervision, quand les acteurs qui collaborent pour proposer un service ne sont pas soumis aux mêmes exigences réglementaires de supervision, et voilà, évidemment ne dépendent pas des mêmes superviseurs. Cela pose également la question de la certitude légale, notamment par rapport au régime de responsabilité qui doit s'appliquer en cas de problème. Une deuxième grande situation, c'est donc justement lorsque les entreprises de la tech proposent elles-mêmes à la fois du financier et du non-financier. Le fait est que ces acteurs d'ampleur sont en général en dehors de ce qu'on appelle le périmètre consolidé de régulation. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, il faut avoir en tête que la réglementation financière traditionnelle est vraiment organisée secteur par secteur. Vous avez des textes pour le secteur bancaire, d'autres pour l'assurance, d'autres pour les services d'investissement. Et l'idée, c'est vraiment de faire face aux risques associés à ces différents services. Or, les plateformes, les grandes plateformes peuvent proposer des services groupés. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir s'assurer que les risques associés sont suffisamment encadrés par rapport aux risques cross-sectoriels. Par ailleurs, au niveau européen, vous avez donc non seulement une réglementation qui est sectorielle, mais il y a également une double supervision, une double régulation, si vous voulez, des groupes financiers. La première supervision est vraiment au niveau de leur activité. Donc, par exemple, la filiale d'assurance, pour laquelle une réglementation dédiée va s'appliquer. Et en fait, pour les plus grands groupes financiers, une seconde supervision au niveau global et au niveau consolidé est mise en place. Et l'idée, c'est vraiment de faire face aux risques d'ensemble du groupe. Et donc, des dispositions réglementaires qui concernent donc, les groupes de taille systémique et qui sont too big to fail, donc trop gros pour chuter de façon purement littérale. Et donc, des dispositions réglementaires supplémentaires en fait, sont prévues pour ces grands établissements généralement bancaires. Et donc, ces grands établissements ont des obligations supplémentaires et évidemment, ces obligations supplémentaires ne s'appliquent pas aux grandes entreprises technologiques qui ne bénéficient pas d'une supervision globale. Apple, Google et Amazon ne sont pas supervisés au niveau global. Les risques, c'est que voilà, vous ayez donc des risques qui soient non traités et qu'il y ait une forme de supervision gap dans le cadre notamment des innovations technologiques. Et de même, et là aussi c'est une des grandes priorités européennes, il y a un risque à ce qu'il n'y ait pas le même level playing field entre les acteurs régulés au niveau du groupe et les autres. Et donc l'enjeu pour les autorités européennes, c'est vraiment d'adapter les grands objectifs que j'ai pu vous décrire tout à l'heure, et donc de les adapter au futur écosystème financier européen, impliquant les acteurs traditionnels, les fournisseurs de technologies et les nouveaux entrants qui proposent des services financiers. Alors, dernière slide. Merci beaucoup. Alors, les recommandations préliminaires des autorités de supervision européennes sont les suivantes. Tout d'abord, une réglementation est envisagée pour les fournisseurs de services ne faisant actuellement l'objet d'aucune réglementation. Par ailleurs, une mise à jour des régimes de consolidation prudentielle par secteur pour intégrer les MAGS est envisagée. Et là, ici, il y a vraiment une volonté d'avoir une approche transversale pour faire face au risque de débordement réglementaire, pour faire face au manque de clarté pour la classification des fournisseurs de services numériques multisecteurs, une mise à jour des lignes directrices pour la fourniture des services numériques transfrontières est envisagée, et ça pourrait porter sur notamment l'harmonisation des règles portant sur la liberté d'établissement et la libre prestation de services. Par ailleurs, vis-à-vis des risques systémiques, il est envisagé
de développer une réglementation supplémentaire à partir d'une approche fondée sur l'entité, afin de pouvoir justement inclure les plus grands acteurs. En matière de protection des consommateurs, il y a également un certain nombre il y a une réflexion qui est engagée, et donc les pistes évoquées, ça pourrait être donc le renforcement du niveau de protection des consommateurs lors de la fourniture de services numériques. La promotion de l'éducation au numérique est également envisagée. Et enfin, dernier point, mais qui est un point important, donc le développement d'un cadre de coopération renforcé entre les autorités est à l'étude. Et l'enjeu, c'est vraiment que les autorités financières, les autorités en charge de la concurrence, de la protection des données, de la protection des consommateurs, de la lutte aussi contre le blanchiment d'argent, l'idée, c'est vraiment que ces différentes autorités coopèrent le mieux possible. Et enfin, la coopération transfrontière entre lieu d'origine et lieu d'exercice des activités doit être aussi encouragée pour le superviseur, et en particulier, évidemment, en ce qui concerne les MAGs et les plateformes numériques. Alors, les autorités européennes doivent publier leurs recommandations finales là, dans les prochains jours, et donc il sera vraiment intéressant de voir leurs propositions. Comme vous pouvez l'imaginer, les GAFA suivent tout ça avec attention, et là aussi, il sera intéressant de voir comment elles réagissent, et de voir aussi donc, leur capacité d'influence sur des sujets qui pourraient faire tache d'huile aussi au niveau international. Et donc là je reboucle avec le premier point sur le soft power européen et le fait qu'effectivement que certaines normes européennes sont parfois adoptées dans d'autres juridictions à l'international. Voilà, je vous remercie, je viens de terminer et je vais laisser la parole à Patrick. Merci Louis-Marie. Alors, voilà, je pense que l'agenda était particulièrement bien construit en complétant cet éclairage. Donc, vous voyez qu'une grande partie était tournée vers les services financiers finalement au client final. On va probablement sur cette deuxième partie plutôt se concentrer sur le B2B, c'est-à-dire les relations entre acteurs financiers et dans ce cadre réglementaire qu'a présenté de manière extrêmement synthétique Louis-Marie, que je remercie. Voilà, alors du coup, pour bien entrer dans la problématique, l'idée c'est de voir Gaia-X au confluent à la fois de la stratégie data européenne, donc comment créer des espaces de données souverains, des espaces de données évidemment de confiance. Ça, c'est un point absolument clé, bien au-delà du secteur financier, mais également dans le secteur financier, et en particulier pour ce qui relève plus spécifiquement du secteur financier, avec un point d'appui sur ces nouvelles réglementations qui ont été rappelées par Louis-Marie juste avant. Voilà, donc vraiment ce confluent entre la stratégie data, les nouvelles réglementations et puis les opportunités de créer de nouveaux espaces de données de confiance européens. Alors, peut-être avant de regarder effectivement ces synergies de manière un peu plus précise, pour ceux qui n'auraient pas forcément une bonne connaissance de Gaia-X, on est dans une logique de rappeler quelques points clés de Gaia-X. La première chose, c'est la dimension sectorielle ou industrielle de Gaia-X. Aujourd'hui, on a 13 data space qui sont en train de se construire, alors dont un est déjà live, notamment le Mobility Data Space a livré en production ses premiers services. Il y a une quinzaine de services qui ont été livrés au mois d'octobre, donc Gaia-X est une réalité sur au moins un des secteurs et il est en construction sur le reste. Donc on est dans une dynamique qui est sectorielle, mais qui va évidemment, et comme vous le voyez à travers les flèches de circulation, être intersectorielle. Il y a notamment des cas d'usage de financement des supply chains industriels, par exemple, entre l'industrie d'un côté et la finance de l'autre. Et donc, du coup,
à travers ces espaces de données, on va chercher à délivrer aux entreprises de ces secteurs des services à valeur ajoutée fondés évidemment sur l'exploitation de cette mine d'or que sont les data. Autre dimension importante de Gaia-X, c'est la dimension européenne. Alors, vous le voyez, même si vous avez l'œil affûté, en bas à droite de la slide, on voit un premier hub Gaia-X non européen qui s'est monté, donc qui est en Corée du Sud. Donc, on voit bien dans la foulée de ce qu'évoquait Louis-Marie, un vrai véhicule de soft power au-delà également de l'espace strictement européen. Et évidemment, une très très forte mobilisation au niveau européen. Il y a déjà 14 hubs nationaux qui se sont créés en appui de la démarche, en lien très étroit avec la Commission européenne et notamment les commissaires Breton et Verstager, et puis évidemment en lien avec les gouvernements nationaux qui forment un advisory board aux côtés du conseil d'administration de l'association. Où est-ce qu'on en est au niveau global de Gaia-X? J'ai mentionné les data space et le fait qu'ils étaient en train de construire leur premier MVP. Au niveau de l'association Gaia-X elle-même, donc qui est une association de droit privé qui ressemble à peu près un peu plus de 200 membres aujourd'hui, on est plutôt dans la standardisation qu'évoquait tout à l'heure Louis-Marie, et donc ont déjà été produits un certain nombre de documents, et notamment, et je vais évidemment revenir là-dessus, ça va faire la transition avec la partie où on va regarder la réglementation, notamment, vous le voyez en bas de la slide, le Gaia-X Labeling Framework, qui donc est un des points clés en matière alors j'allais dire de compliance pour nous, communauté financière, mais également au-delà du secteur financier, l'articulation, le document qui va articuler notamment un certain nombre de réglementations avec les ambitions de Gaia-X et donc matérialiser ce que j'évoquais au tout début, le point de convergence entre la stratégie data et le point d'appui sur les réglementations européennes. Donc, vous le voyez, la question des réglementations, et ça va être le cœur de la deuxième partie, ces nouvelles réglementations, elles sont bien au cœur de Gaia-X, et elles sont vues par les membres de Gaia-X et par tout notre écosystème de data space comme des facteurs de compétitivité européenne. Effectivement, comme le disait Louis-Marie, la souveraineté au sens autonomie stratégique était plutôt initialement une thématique française, mais comme il l'a également dit, cette prise de conscience d'une autonomie stratégique européenne sur la data monte jour après jour, et je participe à de nombreux groupes de travail aux côtés d'un grand nombre de collègues sur la construction de cet espace de données européen, tant du côté usage que du côté fondation technique. Et donc, il y a des centaines d'acteurs, et en tout cas tous les data space sont également en train de créer les briques technologiques qui serviront de base à ces data space et qui donc aussi assureront l'autonomie stratégique européenne vis-à-vis d'acteurs non européens sur ces briques technologiques. Voilà, donc une énorme dynamique qui couvre, pour ceux qui connaissent un peu la technologie, aussi bien la dimension usage, métier, donc SaaS, pour Software as a Service, qu'également progressivement les dimensions plus logicielles et infrastructures, ce que dans notre jargon technicien nous appelons le IaaS et le PaaS. Donc aujourd'hui, un point clé qu'il me semblait important de vous partager, c'est notamment la stratégie de labellisation Gaia-X. Donc l'idée, c'est de labelliser les services qui seront fournis par les data space sectoriels, de les labelliser avec un label Gaia-X européen. Vous le voyez, l'idée, c'est d'avoir 3 niveaux de labellisation. Un niveau 1, qu'on va dire compliant, basique avec les règles européennes, évidemment le RGPD, et également, vous le voyez apparaître, le label ENISA de cybersécurité, vous le savez peut-être, mais l'ENISA, qui est l'agence européenne de cyberdéfense et dont fait partie l'ANSSI, pour ceux qui connaissent ou celles qui connaissent l'agence nationale française. Donc, les agences de cyberdéfense européennes coopèrent au niveau de l'ENISA, et l'ENISA est en train de travailler sur une labellisation à 3 niveaux qui, du coup, homogénéiserait les niveaux nationaux, comme par exemple le SecNumCloud en France ou le C5 en Allemagne. Donc,
des niveaux, comme vous le voyez, des niveaux de GaiaX qui vont chercher à prendre en compte l'ensemble des dimensions réglementaires. Et pour nous, communauté financière, évidemment, et je vais rentrer un peu plus dans le détail, les différents éléments de réglementation qui nous touchent directement et qui ont été rappelés tout à l'heure par Louis-Marie. Et puis, un niveau 3, dont vous le voyez qu'il va chercher en particulier à mettre en œuvre une immunité explicite à des accès non européens, hein, et donc à garantir notamment la souveraineté de l'accès aux données de manière à ce qu'aucun acteur non européen ne puisse, via des voies juridiques, hein, on n'est pas en train de parler évidemment d'activités d'espionnage qui sont en dehors du champ des entreprises, on va dire dans leur labellisation, hein, mais d'accès juridique en tout cas aux données qui seront dans les data space que j'évoquais auparavant, avec une localisation à la fois des données et des services d'administration obligatoire en Europe. Voilà, et donc ça, c'est un point important, cette stratégie de labellisation, puisque vous voyez qu'elle couvre tout le spectre, elle permet une coopération avec des acteurs non européens de manière très explicite, et pour autant, elle va permettre de s'assurer sur les niveaux les plus élevés que l'on est dans une protection maximale des données, et notamment des données sensibles des établissements financiers, les données des clients évidemment, mais même au-delà de ça, les données notamment de marché, de risque de fraude, et ainsi de suite. Sur la page d'après, je rentre un peu plus dans le détail sur le data space finance et assurance de GaiaX, avec cette logique de, grâce à la labellisation GaiaX, d'avoir une sorte de compliance by design en embarquant dans le standard de labellisation GaiaX les différentes réglementations qui ont été évoquées tout à l'heure et que je ne vais pas rappeler, avec, vous le voyez, un volet plateforme très important, hein, puisque vous le voyez, on a la fourniture de données en bas, c'est des petits carrés jaunes, on a en bleu tout en haut les entreprises qui vont utiliser les services des plateformes de données, et vous le voyez au milieu, les plateformes de données au sein de l'espace de confiance finance et assurance de GaiaX, et avec notamment les garanties apportées par le Data Governance Act, par le LIA Act en particulier. Donc là aussi, on voit le lien très fort entre les nouvelles réglementations et les opportunités que cela ouvre pour le développement d'un espace de confiance européen au niveau des données, en particulier pour le domaine finance et assurance. Pour être le plus concret possible, nous travaillons actuellement, et la réunion de lancement a eu lieu il y a 2 semaines, sur un consortium européen, Eurodat, pour European Data Trustee, le T de date, c'est pas le T de data, mais c'est le T de trustee, pour faire émerger à l'échelle européenne alors on le dirait en français, un opérateur d'intérêt général qui puisse du coup incarner cette ambition de développement d'une plateforme de confiance pour la communauté financière, à la fois au bénéfice des acteurs institutionnels, hein, c'est le authority qui est en haut à gauche, pour les entreprises, et évidemment dans une logique de services commerciaux, hein, donc c'est pas un opérateur public qui va facturer, enfin qui va fournir des services gratuits, il y a bien une dimension commerciale dans cette plateforme, et également servir de plateforme pour la recherche, hein, dans le domaine financier, et donc de pouvoir, évidemment par agrégation, il ne s'agit pas de créer une sorte de gigantesque data lake européen dans lequel il y aurait toutes les données de tous les établissements financiers, mais bien dans les logiques de type DSP2, de pouvoir agréger un certain nombre de données en fonction de cas d'usage très clairement identifiés, donc de pouvoir sécuriser les fournisseurs de données sur les faits que les données qu'ils fourniront ne seront utilisées que dans le cadre de cas d'usage clairement identifiés, et de pouvoir fournir des services, notamment par exemple sur tout ce qui est KYC, anti-fraude. On peut imaginer un grand nombre de cas d'usage, et là je vous renvoie au position paper du Finance and Insurance Data Space qui a été publié l'année dernière. Voilà en quelques mots comment illustrer bien finalement comment le nouveau cadre réglementaire réinventé est vraiment un facteur d'opportunité pour de nouveaux acteurs du numérique que sont notamment les data space de GaiaX, et sur lequel il y a énormément d'engouement et de mobilisation. Donc je pense qu'on est en train d'écrire une nouvelle page européenne pour notre industrie, et notamment pour fournir des services à valeur ajoutée, et donc in fine préserver et augmenter la compétitivité de notre industrie financière. Voilà.
Merci beaucoup Louis-Marie et Patrick pour cette présentation très intéressante. Effectivement, il s'agit d'un sujet qui est pas que très intéressant, mais aussi très actuel et qui peut offrir soit des opportunités, soit des risques aux acteurs de la finance, notamment les fintech et les big tech. Donc, comme on a écrit dans le chat, si vous avez des questions, c'est le bon moment, puisque là, on va avoir 10-15 minutes de session questions-réponses. Alors moi j'avais une question tout d'abord pour Louis-Marie en fait concernant la présentation qui a été faite. Je me posais la question, est-ce que cet intérêt par les institutions européennes concernant l'impact de ces nouveaux acteurs comme les big tech et les nouvelles plateformes, est-ce que c'est quelque chose de récent qui a déclenché cet intérêt par les institutions européennes vers ces nouveaux acteurs de la finance? Merci beaucoup Georgia. Je dirais que la numérisation des services financiers, c'est un sujet que les superviseurs et les régulateurs au niveau international suivent de près depuis de nombreuses années. Mais ce qui leur manquait, en fait, c'était des données pour pouvoir un petit peu avoir du recul par rapport justement aux opportunités, aux risques que cette transformation, en fait, pouvait induire au secteur. Et en fait, ce qu'ils expliquaient il y a quelques années aussi, c'est qu'ils avaient besoin en fait, d'avoir un cycle économique qui soit complet pour pouvoir vraiment avoir du recul et pouvoir finalement proposer la meilleure analyse avec aussi la grande crainte, c'était aussi d'étouffer l'innovation. Il y a aussi un autre point, mais plutôt au niveau européen, c'est que ce que constatent les autorités européennes, c'est que finalement, dans l'Union européenne, les big tech, les mags, etc., ont finalement assez peu investi le marché européen. Et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a un cadre réglementaire, un corpus réglementaire qui est quand même assez important. Et aussi que en fait, les profits dans les services financiers en fait, sont moins importants, ça peut surprendre, hein, mais que dans d'autres secteurs de la tech. Et donc, pour l'instant, en fait, ils n'ont pas totalement utilisé tout leur potentiel, même si évidemment il y a des exceptions, notamment dans les paiements. Mais c'est aussi ce qui explique que finalement la réflexion ne s'engage vraiment que maintenant. Merci beaucoup, Louis-Marie, pour cette réponse très complète. Je vois qu'il y a dans le chat, il y a déjà d'autres questions. Notamment, il y en a une sur le projet European Payments Initiative. Donc, quel est votre avis par rapport à ce projet et comment la Commission européenne accueille-t-elle ce projet et si il est prévu un soutien financier? Alors, l'EIP, c'est d'abord une initiative qui est assez intéressante parce que c'est une initiative qui est portée en fait par des acteurs privés. Et qui est soutenu quand même à la fois par un certain nombre de gouvernements. Alors, la France, il y a la France, l'Allemagne, l'Espagne. Il y a peut-être 5 ou 6 États membres qui soutiennent cette initiative. Et la Commission européenne aussi la soutient. Et cette initiative, en fait, est souvent évoquée, en particulier lorsque sont abordées les questions de souveraineté européenne et d'autonomie européenne en matière justement d'accès au financement. Merci beaucoup, Louis-Marie. Moi, j'avais aussi une question pour Patrick. Je me posais la question si, en fait, à la lumière de l'expérience de Gaia-X, des nouvelles réglementations, comme les réglementations européennes actuelles, si elles peuvent être un soutien ou plutôt un frein à la mise en place des initiatives comme celle de Gaia-X. Wow. Alors, il n'y a pas de réponse univoque. Très clairement, comme je l'évoquais, au sein de Gaia-X, nous, et notamment du Data Space Finance et Assurance, nous voyons vraiment ces nouvelles réglementations comme un point d'appui et une opportunité
pour créer cet espace de données de confiance sécurisé pour ce qui relève des données sensibles et donc de fournir le cadre qui permet de faire émerger cette dimension d'espace de confiance. Évidemment, et la presse s'en fait régulièrement l'écho, tous les membres de Gaia-X n'ont pas forcément le même avis sur la question et on voit bien qu'il y a des points de vue qui peuvent être différents, notamment plus on est proche, j'allais dire, des acteurs non européens. Hein. Et donc, du coup, le débat est intense, il est très loyal, et c'est une des raisons pour lesquelles la labellisation s'est structurée autour de 3 niveaux. C'est pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait à la fois la possibilité d'avoir des espaces de données de confiance très sécurisés en allant vers le niveau 3 et en même temps une forte capacité à collaborer alors sur un socle minimal qui, grâce notamment à des dimensions comme le RGPD, est très protectrice, qui, dans ce cadre minimal, permettent une coopération, j'allais dire, maximale, notamment avec des acteurs non européens. Donc, c'est à la fois de l'ouverture et de la sécurisation, c'est à la fois une opportunité, et parfois, effectivement, et notamment dans les premiers tours de roue de Gaia-X, il y a un peu plus d'1 an, il y a eu des tensions parce que, effectivement, il y avait des visions un peu différentes. Et les 3 niveaux de labellisation sont de l'avis de tous la bonne manière de conjuguer à la fois ouverture, conformité et sécurité. Il est très clair que dans le secteur financier, hein, qui est un des secteurs de Gaia-X, mais pas le seul, nous avons beaucoup milité pour pouvoir mettre en œuvre une labellisation très protectrice et notamment à la lumière des éclairages donnés par Louis-Marie tout à l'heure. Voilà, donc on le voit plutôt comme une opportunité, mais voilà, si j'essaie d'être représentatif des débats qui ont lieu, ils ont été très intenses. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une autre question qui concerne les technologies comme le quantique qui peuvent transformer fortement le secteur financier. Est-ce que c'est une dimension qui est adressée à votre avis? Alors ça, je peux peut-être en dire un mot en tant que DSI, et je laisserai Louis-Marie compléter éventuellement sur la dimension réglementaire. Très clairement, en termes de maturité de cycle d'investissement, nous mettons en œuvre aujourd'hui dans Gaia-X des technologies, j'allais dire, industrielles et opérationnelles. Donc les premiers tours de roue des espaces de données se font sur la base des technologies largement utilisées, mais en mettant en œuvre cet effet réseau, hein, cet effet plateforme à l'échelle européenne, et notamment avec l'ambition sur le secteur financier, à travers Eurodat, de pouvoir mettre en œuvre cet effet plateforme. Donc du coup, à l'heure où nous parlons, on est plutôt en train de capitaliser et les MVP, les Minimum Viable Products, les premiers services vont capitaliser sur les technologies existantes. En revanche, évidemment, et notamment en lien avec tout ce qui est puissance de calcul dans le domaine des risques financiers, dans le domaine des données synthétiques, dans le domaine de l'intelligence artificielle, évidemment, on va progressivement, au fur et à mesure où la technologie va devenir mature, les utiliser. En revanche, très clairement, Gaia-X n'est pas un espace de R&D hein, pour l'industrie financière. C'est un espace opérationnel, business, hein, voilà, où il s'agit de faire du business. Hein. Donc, du coup, dès lors que ces technologies seront matures, elles seront certainement embarquées dans les espaces de données. Alors, juste un tout petit mot au niveau européen. Ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui vraiment pris à bras-le-corps par Thierry Breton, qui est très favorable en fait à ce type, au développement de ce type de technologie. Il y a des financements européens qui ont été mis en place pour justement développer ces technologies au niveau européen. Mais aujourd'hui, alors faudrait que je creuse davantage, mais en matière des services financiers, il n'y a pas tellement d'initiatives dédiées sur le quantique. Pour l'instant, c'est vraiment vu comme étant une opportunité et une source en fait de progrès et un levier là aussi donc important en matière d'autonomie stratégique européenne. Merci à tous les deux pour cette réponse. Moi, j'avais encore une dernière question pour Louis-Marie.
En fait, la France est à la tête du Conseil de l'Union européenne depuis le début du mois de janvier jusqu'à fin juin. Donc, je me demandais quelles sont les priorités de la France en tant que tête au Conseil de l'Union européenne pour le secteur du numérique. Merci beaucoup, Georgia. C'est une très bonne question. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu assister au discours d'Emmanuel Macron hier, il a abordé en fait 3 textes en particulier qui sont des priorités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, bon, voilà, il y a la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est une présidence tournante, donc en fait, la France hérite quand même des dossiers qui ont déjà été, qui étaient déjà sur la table avant qu'elle n'arrive. Après, ce qu'elle peut faire au niveau européen, c'est justement donner des coups de boost pour que les discussions avancent plus vite et voilà, donner un petit peu de poids politique pour trouver des compromis. Et donc, parmi les priorités donc évoquées par Emmanuel Macron, il y avait donc le texte qui porte sur l'intelligence artificielle, donc qui est une priorité française, et également donc le Digital Service Act et le Digital Market Act. Sachant qu'avec ces 2 textes-là, il y a tout un discours autour, là aussi, de la souveraineté européenne par rapport aux grandes plateformes et la défense aussi d'un certain nombre de principes et de valeurs européennes qui sont, on va dire, politiquement porteuses. Il y a alors Bruno Le Maire, en fait, en décembre dernier, avait évoqué aussi d'autres textes que j'ai pu évoquer aussi tout à l'heure. Il y a tout le paquet finance numérique qui a été présenté en fin d'année 2020 et dont les discussions sont aussi, ont aussi beaucoup avancé. Et donc, qui concerne notamment les cryptoactifs, les DLT, la résilience des acteurs financiers par rapport aux acteurs du numérique. Il y a également le paquet anti-blanchiment d'argent qui est aussi une vraie priorité française. Voilà, donc beaucoup de priorités. Et oui, j'en oubliais une. La question aussi de la taxation des acteurs du numérique, des très grands acteurs du numérique. Là aussi, donc la Commission a, je crois, fait une proposition il y a quelques semaines, donc juste avant les vacances de fin d'année, pour mettre en place un seuil d'imposition minimale des grands groupes, et donc qui concerne les entreprises, les grandes plateformes. Et un deuxième texte doit être proposé. Voilà, donc on verra quelles seront les priorités françaises qui aboutiront, mais les 3 vraiment évoqués par le président sont DSA, DMA et l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Et malheureusement, malgré la discussion très intéressante qu'on est en train de faire en ce moment, on est à la fin de ce webinaire. Pour conclure, en fait, j'aimerais bien poser à vous deux, Louis-Marie et Patrick, une dernière question. Si vous deviez résumer en un seul mot ce que vous avez dit ce matin, quel mot utiliserez-vous et pourquoi? Patrick, je te laisse commencer. Ouais, merci beaucoup. Moi, je dirais opportunité formidable. Voilà, moment historique pour l'Europe autour de la data qui est cette vraiment matière première, cet or noir du 21e siècle. C'est une opportunité historique pour l'Europe. Et moi, ce serait donc transformation. Ok, merci à vous deux pour ce beau webinaire très intéressant qui nous a un peu permis de connaître le contexte au niveau européen et un peu comprendre quels sont les risques et les opportunités offertes par les nouvelles réglementations européennes aux nouveaux acteurs de la finance et du numérique. On vous rappelle que le replay de ce webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation dans quelques heures. Je tiens à vous remercier, Patrick et Louis-Marie, pour cette belle discussion de ce matin. Et merci à vous tous pour avoir été avec nous ce matin pour ce webinaire. Et à très bientôt. Bonne journée. C'est un plaisir. Merci, Georgia. Au revoir. Au revoir.